Salut les amis, le jour 8 de ces Jeux Olympiques, c'est terminé et on a a priori les affiches des quarts de finale qui se dérouleront ce mardi à Bercy et on va pouvoir rentrer dans la partie qu'on préfère, les matchs à élimination directe. On a aujourd'hui beaucoup de choses à vous raconter. On est déjà 3 en plateau puisque Arthur Sen est à ma gauche et Thomas Larokis est à ma droite. Comment ça va les gars ? On est là et toi ? Ça va super, je suis ravi de vous retrouver après la difficile soirée qu'on a vécue hier. Ouais, non, c'était... Vas-y Thomas. Non, on est toujours là, toujours fidèle au poste, on attend la suite avec impatience. Impatience, bien sûr, parce qu'a priori, l'équipe de France va affronter le Canada. On va prendre le temps d'en discuter dans quelques instants. Au programme, on va parler du match entre les États-Unis et Porto Rico. On va parler du super match qu'on vient de vivre ce soir là entre la Serbie et le Soudan du Sud. On va ensuite discuter de Trade Republic. Vous savez que cette banque nous suit et est notre partenaire pendant toute la durée des JO. Donc, on va avoir Mathias Bacchino qui va intégrer le plateau et on va pouvoir discuter de tout ça. En plus, ça joue au basket, donc les liens sont évidents. Puis ensuite, on va ouvrir un gros chapitre, celui de l'équipe de France. Vous avez vu sur les réseaux ou sur les différents sites spécialisés que Vincent Collet et Evan Fournier se sont répondus par presse interposée. Dommage de ne pas s'envoyer un texto, les gars, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a du grabuge avant donc le quart de finale qui aura lieu mardi. On parlera aussi de l'équipe de France féminine qui joue demain. On parlera aussi du 3-3 et à la fin, comme tous les soirs, nous allons accueillir Tom Chiaravino qui va nous faire le récap de la journée dans les jeux de Tom. C'est bon ? Vous êtes prêts ? On est prêts. Vous êtes chaud ? Bonne voix, bien réveillée ? Prêt. Après cette journée difficile ? Ouais, écoute, vous avez fait la sieste pour vous remettre ? Moi, je me suis levé tard, mais écoute. En même temps, tu t'es couché tard aussi. On est parti courir avec Arthur à la piste. C'est vrai ? Midi. On est kiffé tous les deux à vous retrouver là en journée comme ça. Ouais, depuis toujours. J'aime vos petits rendez-vous amoureux. J'espère que vos dames sont pas trop jalouses. Allez, on y va tout de suite. On va débriefer les matchs qui sont déroulés dans la poule C. On connaît donc le classement de la poule C, celle des États-Unis. Les États-Unis, donc, avec leurs 3 victoires, finissent premier, la Serbie 2e, le Soudan du Sud 3e et le Porto Rico, eux, 4e. On commence par le match chaud. Avant de parler de Team USA, il faut absolument qu'on fasse un shout-out à cette incroyable équipe du Sud-Soudan. On a vibré ce soir, Arthur, avec un bête de match face à la Serbie. Ouais, un bête de match. Il y a une semaine au début du tournoi, on se disait, bon, le Sud-Soudan, ça va finir 4e, au mieux 3e. Finalement, jusqu'au bout, là, jusqu'au dernier match des premières phases, ils se sont tapés pour être 2e d'un groupe qui est hyper compliqué. Donc, franchement, bravo à eux. Ils ont eu des ingrédients simples. Attaquer très fort, pas de complexe en attaque, athlétique pour aller au rebond, zéro complexe. Et puis écoute, ils ont fait kiffer, ils ont fait douter la Serbie. Après la Serbie, ça reste quand même un cran au-dessus, mais un gros shout-out à eux. C'est vrai qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'ils allaient le faire. Hein. Je rappelle les enjeux. Si le Sud-Soudan gagnait ce match, il se qualifiait pour les quarts de finale. S'ils perdaient d'un seul petit point, ils sortaient la Grèce et allaient en quart de finale. Donc ils ont joué crânement leur chance. Ouais, clairement, c'est l'équipe surprise de ces JO. Ils avaient failli faire tomber les États-Unis en préparation et là on a vu que c'était une équipe incroyable en fait avec un jeu assez atypique. Ils jouent en fer à cheval et des profils assez similaires, très longs, longilignes, assez filiformes et voilà, pas vraiment de gabarit pour contrer Jokic ce soir, mais le meneur Jones a encore fait un chantier. Hein. Il joue 40 minutes, il n'est pas sorti une seule seconde, il était un peu cramé sur la fin. Mais il a tenu son équipe jusqu'au bout. Ils n'ont rien lâché, ils sont revenus dans les dernières minutes. Mais le duo Bogdanovic-Jokic, vraiment trop fort sur ce match. On avait parlé ce matin. J'avais dit qu'ils allaient sûrement jouer les mismatchs sur Jokic à l'intérieur parce qu'ils n'avaient personne pour le stopper. C'est ce qu'ils ont fait. Après, on connaît les qualités de passe de Jokic avec le retour de Bogdanovic. Absolument. Kyrie Jones pour rester sur lui. La preuve que les joueurs de très haut niveau peuvent jouer 40 minutes, Arthur. Il joue donc 40 minutes 0-0, 17 points, 8 sur 16 au tir. 10 passes décisives aussi, 4 balles perdues et 5 rebonds. Il a fait un bon match, mais franchement, à l'image de ce qu'il avait montré l'année dernière à la Coupe du Monde, on se rappelle de son triple-double. Il est leader pour son équipe. Puis ensuite, de l'adresse, t'en as parlé. En fait, elle était juste enthousiasmante, cette équipe. Et puis, elle joue bien au basket. Ouais, rafraîchissante. C'est des gars qu'on connaît pas. Donc, on regarde à chaque fois qu'il y a un joueur qui taffe, on va regarder sur Wikipédia son profil, où est-ce qu'il a joué, comment est-ce que ça se passe. Et ouais, tu parles de Carlik Jones, qui est quand même une énorme surprise. Il va arriver aux Partisans, on en parlait tout à l'heure avec Franck Nilikina. Ils vont se partager la main. Écoute, ça va être du kiff à suivre. Et puis j'espère que Franck va pouvoir se frayer un chemin pour avoir du temps de jeu parce qu'il y a un sacré client là. Clairement, shout-out à Wanen Gabriel. Sa deuxième mi-temps, on l'a pas beaucoup vu pour la première. Il fait 2 fautes rapidement. Mais la deuxième mi-temps, les dunks, les comptes, l'impact physique. Bon, en même temps, c'est un super joueur. On le verra du côté du Maccabi Tel Aviv la saison prochaine. T'as parlé du duo de superstars de la Serbie. Clairement, ils ont été ultra leaders. Bogdanovic finit à 30 points et 8 passes décisives. Et Nikola Jokic, 22 points, 13 rebonds, 4 passes.
Ils ont été énormes tous les deux. Il a fallu qu'ils soient énormes tous les deux pour gagner ce match, clairement. Ouais, clairement, ils ont dû s'employer. Ils ont douté jusqu'au bout. Ils prennent un petit écart dans les dernières minutes avant de revenir. Mais Bogdanovic, je l'avais trouvé un peu dans le dur sur ce début de tournoi. On sait qu'il revenait d'une blessure qui n'était pas à 100%. Et là, j'ai l'impression qu'il a retrouvé des cannes. Je le sens plus à l'aise sur son shoot. Et voilà, il a fait clairement la différence. Après, Bogdanovic, ça reste en FIBA un top ailier. Clairement, un des meilleurs sur son poste. Moi non, rien à dire, ils ont été archi dominants. Jokic je pense qu'il devait s'attendre à un combat physique et un combat athlétique, ça a bien eu lieu, mais le gars est tellement dominant et encore franchement je trouve que l'arbitrage n'a pas été toujours top avec lui. Ils auraient pu siffler plus de fautes, il a réussi à aller au lancer, mais ça reste quand même la classe au-dessus. Et puis surtout ça change pas mal de matchs ce résultat pour l'équipe de France, parce que typiquement si le Sud-Soudan avait fait la surprise, on aurait pu se taper l'Australie et ça aurait pu pour la France changer beaucoup de choses. Clairement. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous êtes beaucoup à nous demander où est Erwan. Erwan est toujours à Lille. Il est en train de revenir. Là, il est dans ma caisse. Pour rien vous cacher, il va m'envoyer un message pour me demander ce qu'il fallait qu'on mette comme essence, diesel ou SP98. Je lui ai dit SP98. Donc Erwan est sur le retour. Il sera demain matin dans Clutch avec Rémi Réverchon et avec Thomas Larokis. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Erwan. J'imagine dans quel état il va revenir de Lille, avec beaucoup d'infos inside, avec beaucoup de discussions avec les équipes de France, avec tous les journalistes et tous les médias français. Donc ne ratez pas demain matin 10h sur la Ouna TV le rendez-vous pour bien commencer sa journée avec un Erwan et avec un Rémi. Je pense qu'ils vont être chafouins. J'espère que tu vas les tempérer un peu. Parce qu'ils vont revenir un peu vénère. Ouais, Erwan, je pense ça fait un moment qu'il a pas parlé là, donc il va avoir besoin de s'exprimer, donc on va le laisser dérouler demain matin. T'es pas obligé de venir, viens pas. Mais si, je vais faire acte de présence quand même. Tu vas le checker à la fin, quoi, au début et à la fin. Bon, très bien. Voilà pour la victoire du Soudan du Sud qui nous a régalé. On le disait, un coup de cœur de cette compétition. Malgré leur élimination, ils ont quand même gagné un match là, pour la première fois, pour leur première compétition sur un tournoi olympique. L'autre match de la journée dans ce groupe, donc, c'était les États-Unis face à Porto Rico. Et là aussi, on a vu un premier quart-temps serré, les gars. Porto Rico nous a régalé. Ouais, c'était même pas un premier quart-temps serré, dominé par le Porto Rico, qui a joué pareil sans complexe. De toute manière, ils étaient éliminés, les États-Unis étaient qualifiés, assurés de terminer premier. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas un grand intérêt. Mais pour toutes les équipes, de toute manière, jouer les États-Unis, c'est un match de gala. Encore plus peut-être le Porto Rico, parce que la plupart, ils sont nés aux États-Unis, ils ont une formation dans la NCAA, etc. Donc c'était sympa. Par contre, sur la longueur, avec les rotations, tu peux absolument rien faire pour ce genre d'équipe contre les États-Unis. Et puis après, là aujourd'hui, on a vu notre ami Anthony Edwards qui a été archi dominant, qui a fait le spectacle. Donc bravo pour les États-Unis. Ils sont à la moitié du chemin, comme ils disent. 3 matchs sur les 6 qu'ils veulent faire. Et puis voilà. Victoire 104-83. Et Arthur a raison, on retrouve vraiment le rouleau compresseur, même si les premiers cartons sont toujours serrés d'ailleurs. Ouais. Ils prennent jamais le large dans les premiers cartons. Au bout d'un moment, il y a trop de mecs dans cette équipe. Ouais, ils jouent tranquillement. On voit qu'ils sont jamais inquiétés. Ça rigole sur le banc. Voilà, ils savent que petit à petit, ils vont faire l'écart. Comme il a dit, c'est un rouleau compresseur. Physiquement, c'est beaucoup trop intense, que ce soit le 5 majeur ou le 5 du banc. Et bravo aussi à José Alvarado, qui est clairement un top meneur FIBA. On l'a vu, il se régale. J'adorais le voir en Euroleague. Voilà, il sait tout faire. Il a une énorme panoplie. C'est là où on voit le level, encore une fois, de la NBA, hein. Ça reste un joueur moyen. C'est un backup. Ouais, un bon backup qui joue 15 minutes, qui a du mal en NBA. Et là, quand il arrive en FIBA, il est capable de mettre des 20 points, des 30 points. Donc, il régale. Et aussi, pour revenir sur Anthony Edwards. Attends, vite fait, je te donne les stats de José Alvarado. Je te relance sur Anthony Edwards. 22 minutes, 18 points, 7 sur 13 au tir. Tu le disais, hyper efficace dans un style fantastique. Et Anthony Edwards, je te donne ses stats. 17 minutes, 26 points, 11 sur 15 au tir. Pas mal. 3 rebonds et 3 passes. Ça a été le meilleur joueur du match. Il a dit que ça l'avait fait kiffer de voir des gars comme Durant, Curry et LeBron James le laisser jouer son jeu et lui donner les ballons. Et quand je vois Anthony Edwards, je me dis heureusement qu'il est là, parce que j'avais un peu peur pour le futur des États-Unis. Et là, je pense qu'ils ont leur leader, en tout cas pour les prochains Jeux Olympiques. Clairement. Et puis après, on peut tirer peut-être quelques enseignements. On a vu que Steve Kerr a ouvert son banc un petit peu plus. Il a joué à 11 joueurs. Jusqu'à présent, à chaque fois, il mettait 2 joueurs complètement off. Drew Holiday, là, pour le coup, n'a pas du tout joué. Drew Holiday n'a pas joué, et je pense qu'il était prévenu parce qu'il était en mode chewing-gum, main dans les poches. Il avait sa bague et tout. Il avait sa bague, il n'en avait rien à faire. Donc voilà, après, je pense que lui, c'est un gars qui comprend parfaitement. En tout cas, ça va pas l'impacter. Et puis, il a mis Jason Tatum et Embiid dans le 5 majeur. Donc, est-ce que ça, c'est un enseignement? Alors, Drew Holiday n'a pas joué parce qu'il repose sa cheville. Il est un peu blessé. Donc, Joel Embiid n'a pas joué le match 2. Ouais. Il revient directement dans le 5. Il y avait peu de doute là-dessus.
Parle-moi vite fait de Joel Embiid, encore sous les sifflets, il met 15 points dans ce match-là, c'est son meilleur match pour l'instant du tournoi. C'est clairement son meilleur match. Il a eu du mal à rentrer dans les toutes premières minutes. Après, de toute manière, bon voilà, c'est comme on disait, c'est un tel rouleau compresseur. Il a réussi à mettre ses petits tirs, à provoquer des fautes et tout. Mais honnêtement, il dégage une impression. Enfin, visuellement, c'est terrible de voir ce mec-là. T'as l'impression qu'il n'est pas complètement intégré à l'équipe. Il joue un petit peu perso comme si c'était la resta de l'équipe. Il a des attitudes envers les adversaires, envers le trash talking, une attitude globale qui est archi détestable. Et on en parlait avec Jérémy tout à l'heure. Pourquoi t'es venu en fait ? Pourquoi t'es venu ? Pourquoi t'as fait cette démarche ? Et on sait pas pourquoi il est là. Donc alors très c'est bizarre. une volonté de fou depuis plusieurs années. Il voulait absolument jouer une compétition internationale. Mais de ouf, mais je sais pas. Joue avec le Cameroun. En fait, je suis content qu'on n'ait pas Joel Embiid en équipe de France. Parce que là, avec l'ambiance détestable, avec le manque de communication, on va en revenir tout à l'heure. Si on avait eu un Joel Embiid qui fait sa diva avec nous, ça aurait été une galère pas possible. Ça aurait rien arrangé à nos affaires. Parle-moi vite fait de Joel Embiid. Le airball là, tu sais, c'est des mecs. Il y a des trucs trop bizarres parfois. Non, mais même début de match, il se jette sur aucun ballon, il fait pas les efforts en défense, il jette des regards à ses coéquipiers parce que les mecs font pas les box-out. Il a une attitude vraiment. Je me demande s'il va démarrer sur le quart de finale. A priori, oui. A priori, oui. Après, voilà, c'est un talent au-dessus. On le voit. Quand il a la balle, il peut quasiment marquer quand il veut. Mais le débat, il est pas là. Il est plus sur l'énergie dégagée, l'attitude. Et voilà, vraiment, comme l'a dit Arthur, content qu'il soit pas venu en équipe de France. Donc très bien. L'autre petit enseignement, c'est Jason Tatum installé dans le 5. Il n'y avait pas de Jrue Holiday. Donc à voir si Jrue Holiday récupère sa place dans le 5 pour le quart de finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ? Ça a été pas mal, franchement, ça a été pas mal. Je pense qu'il ça a été mieux, c'est peut-être son meilleur match. Mais moi, en fait, au-delà de Jason Tatum, c'est plus l'impression de management de Steve Kerr qui m'interroge. J'ai l'impression qu'il est encore trauma du premier match et de tout ce qui s'est mangé, de tous les retours négatifs qu'il a pu avoir. Déjà, nous en France, on l'a vu, outre-Atlantique, c'était encore pire sur le fait que Jason Tatum ne joue pas. Là, il le relance, il le laisse même des fois un petit peu trop longtemps sur le terrain. Donc, écoute, je sais pas. J'ai l'impression que cette équipe est tellement dominante qu'on va peut-être pouvoir passer et peut-être vite oublier ça. Mais la gestion de Steve Kerr, elle est quand même très particulière. 22 minutes, 10 points, 10 rebonds, 3 passes D. Il fait un bon match, Tatum. Ouais, on voit qu'il fait les efforts. Il essaie de s'intégrer au collectif. Voilà, après, parfois, il monopolise un peu trop le ballon. C'est parce que c'est son jeu. Mais en tout cas, il fait les efforts. Il essaie de passer vite la balle, d'être en mouvement. Voilà, après... À voir sur les matchs à venir, je suis pas sûr qu'il joue autant. Après, ça dépendra aussi de la physionomie des matchs, mais pour l'instant, je le vois pas démarrer sur le quart de finale. Je le vois plus partir avec Jrue Holiday, qui est une assurance tout risque. Ok, très bien. Je vous disais tout à l'heure, on a les affiches des quarts de finale. Il n'y a pas encore eu le tirage au sort, donc on n'a pas le tableau final. On ne sait pas quelles seront les demi-finales et donc ceux qui ne vont pas se croiser jusqu'à la finale. On sait que l'Allemagne et les États-Unis sont les deux équipes du chapeau 1 et donc ne pourraient pas se retrouver avant la finale. Les États-Unis vont affronter le Brésil. Le Canada va affronter la France. Ça, on le sait. Les deux autres quarts de finale qui auront lieu mardi. Allemagne-Grèce, énorme match. Et Australie-Serbie, énorme match. Bon, après, il n'y a que les énormes matchs. On a les horaires. On n'a pas encore les horaires. On attend le tirage au sort. Dès que... Là, on est en direct, vous le savez, de toute manière. Vous pouvez commenter, etc. Dès qu'on a le tirage au sort et donc les horaires, on vous communique ça le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous mentir. J'ai des places avec Polo pour le quart de finale à 18h. France-Canada, 18h. Tout est écrit. J'ai l'impression que t'as des places encore ? Il n'y a que toi qui n'as pas de place ici. Hein. J'en avais, je les ai refusées. Donc, non, et on va raconter la vraie histoire. Thomas Larokis, il y a 3 semaines, on l'appelle, on dit « Tu veux aller voir France-Allemagne à Lille et tout ?» Il était à Léon dans le... J'étais au soleil, au bord de la piscine. J'étais pas dans ce mood-là encore. Il a dit non, le mec. C'était gratuit. Il a dit 2 heures de voiture, flemme. Je crois, la place. Ouais, c'était gratuit, vu le billet de place. Il a dit non, le mec. Ouais, bon, après, vu le match, t'as bien fait. Ouais, j'ai pas raté grand-chose. Mais bon, quand même, j'aurais pas vécu l'ambiance à Lille. C'est pas grave. Genre, je viendrai avec vous à Chypre et en Lettonie le week-end, l'été prochain. Il veut s'incruster, t'as bien raison. Incruste-toi, fais péter les réseaux maintenant. Essaie de trouver des places pour que tout le monde puisse aller voir la finale olympique. Si vous avez des places, les gars... DM. Alors je pense qu'on va faire une vraie annonce. Je cherche des places pour absolument tous les quarts de finale. Je pense que tout le monde cherche des places. Donc. Tout le monde cherche des places, mais comme tu sais que nous sommes les meilleurs et les plus sympas du monde. Peut-être que Trade Republic on pourrait en discuter. Bon, vous avez en tout cas les 4 affiches des quarts de finale. Ce sera de 11h à 23h mardi, et puis le mercredi ce seront les quarts de finale féminines. Voilà pour tout ça. On revient dans quelques instants pour parler de l'équipe de France. Vincent Collet, Evan Fournier, Nico Batum ont déclaré des choses
choses intéressantes. On en reparle et je sais que ça vous passionne. On en a discuté sur les réseaux pendant toute la journée. On a dû un peu se calmer, prendre une petite tisane aujourd'hui pour essayer d'être un peu tranquille. Malheureusement, il se passe toujours des trucs pour qu'on soit énervé. Thomas Larokis va nous laisser sa place et va revenir dans quelques instants. Et il revient dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit changement et d'accueillir Mathias. On va parler de Trade Republic, notre partenaire pendant les JO. Trade Republic, vous le savez, cette banque qui nous soutient, qui soutient la First Team pendant toute la durée des JO. On est ravis d'avoir Trade Republic parmi nos nouveaux partenaires. On a de la chance aujourd'hui, Arthur, puisque on accueille Mathias Bacchino. Bah, c'est moi qui ai de la chance, ouais. C'est toi qui as de la chance. Tiens, mets-toi bien dans ton micro comme ça. Tac. Voilà, parfait. Comment ça va, Mathias ? Ça va bien, écoute, j'étais au Stade de France tout à l'heure pour ma journée JO, perso, cette année. J'ai vu l'athlétisme, j'ai pas eu la chance de voir le basket, mais ça va, et ravi d'être là, ravi d'être à vos côtés. On est ravis en tout cas de t'accueillir sur notre plateau qu'on adore ici chez Influx. Tu es le directeur Europe de Trade Republic. Oui. Mais pas que, puisque on a des liens, puisque tu as joué au basket et que tu as été dans le même club qu'Erwan, l'étendard de Brest. Franchement, l'anecdote, elle est incroyable. Et surtout, à peu près au même moment, donc j'ai hâte de le rencontrer à l'occasion, parce qu'effectivement, moi j'ai joué beaucoup au basket quand j'étais ado. C'est un sport que j'adore toujours aujourd'hui, et que j'ai dû arrêter à cause de mes genoux, puisque j'ai un syndrome rotulien aux 2 genoux. Donc je suis passé au rugby ensuite. Il y a le côté contact aussi, il y a un peu moins le côté agilité-adresse. Mais c'est les 2 sports probablement que je préfère aujourd'hui, donc content d'avoir vu les Français gagner le rugby à 7 avec Antoine Dupont. C'était exceptionnel, disons-le, c'était incroyable. Un moment fabuleux. Tous nos copains du rugby étaient en pleurs. Hein. Fabuleux, ouais, c'était vraiment fabuleux. Et on aimerait évidemment qu'un petit miracle se produise mardi, mais ça n'a pas l'air d'être gagné si j'en crois les rumeurs de presse que vous allez commenter après. Ça va être un petit peu compliqué. Dans quelques instants, tu vas donner ton prono sur ce France-Canada. On en reparlera nous longuement mardi matin sur Clutch. Alors dis-nous tout pour tous les novices, tous ceux qui nous rejoignent là aujourd'hui, qui sont peut-être pas au courant de ce qu'est Trade Republic. Qu'est-ce que c'est du coup ? Raconte-nous. En fait, ils ont vu Trade Republic sans doute depuis une semaine dans votre audience, et c'était important pour moi de leur préciser quelques éléments clés. Trade Republic, c'est une banque. C'est une banque allemande, mais qui est présente partout en Europe et qui a comme caractéristique principale, et c'est ce que je défends sur les réseaux, la volonté de vous faire gagner de l'argent, ce qui est un peu original pour une banque. C'est mobile, digital, et ça permet soit d'investir, soit d'épargner. On est la seule banque en Europe où on peut toucher ce qu'on appelle le taux de la banque centrale, ce que devraient faire l'ensemble des autres banques. Les banques françaises se font à peu près 20 milliards d'euros par an. Il y a de quoi en payer des joueurs de NBA avec 20 milliards d'euros sur votre dos, puisqu'avec votre argent qu'elle dépose à la banque centrale tous les soirs, elle gagne 20 milliards d'euros d'intérêt. Trade Republic, c'est une banque qui ne fait pas les choses comme ça. Et si vous avez apprécié, pour les plus anciens ici qui nous écoutent, l'arrivée de Free pour votre forfait Orange, ou Bouygues, ou SFR, ou peu importe, bien on espère que vous aimerez l'arrivée de Trade Republic en France. On a plusieurs centaines de milliers de clients en France, des millions de clients en Europe, et ravi de vous aider à investir, épargner et dépenser depuis peu. Je sais que vous voyagez, on en énormément, a parlé, et on en parlait justement avec Arthur qui voyage lui aussi de son côté, et on se fait ouvrir sur les frais bancaires, voilà. On va pas se mentir. Donc je voulais juste vous montrer ça, voilà, parce que c'est une carte qui est un miroir. Elle est faite dans le même matériau que le Cybertruck de Tesla, tu sais. Et cette carte n'a pas de frais, voilà, du tout. Donc vous pouvez retirer partout dans le monde un distributeur automatique au-dessus de 100 €, 0 frais. Vous n'avez pas de frais de change. Et ça, quand on voyage, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est un message pour dire aussi qu'il y a à l'heure actuelle sur Internet énormément d'arnaques ou de vendeurs de rêves ou de vendeurs de miracles financiers. Faites attention à vous. Dès lors qu'on vous promet des rendements supérieurs à 10% par an, dès lors qu'on vous dit que ça va être très facile, dès lors qu'on vous dit que vous allez suivre quelqu'un qui va vous montrer comment devenir trader, en général c'est faux, donc prenez soin de vous. On fait attention à ne pas se blesser quand on est sportif, quand on est épargnant, on fait attention à ne pas pousser trop loin la bêtise, quoi. Donc faites attention à vous sur Internet, c'est important, faites confiance à des acteurs de confiance, et arrêtez aussi de vous faire ouvrir par votre banquier, ça pourrait être pas mal. Clairement. Alors dis-nous pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Trade Republic et First Team puissent travailler ensemble pendant toute cette belle campagne ? Déjà, sans doute en partie le fait qu'il m'arrive de vous regarder avant, au-delà de mon job, je veux dire, parce que j'aime le basket et que vous avez un regard sur le basket qui est, je trouve, assez similaire au regard que nous, on peut avoir chez Trade Republic sur l'argent et la banque. Parce que, en général, et vous me corrigerez si je dis une bêtise, il y a assez peu de bullshit, quoi, dans vos émissions. Il y a beaucoup d'expertise, mais c'est une expertise qui est rendue accessible. Et donc, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Il y a des
quelques chaînes comme ça ou quelques créateurs de contenu chez qui on a retrouvé un état d'esprit, une volonté similaire d'essayer d'apporter quelque chose autant que possible aux Français et aux Françaises via Internet. Je pense à, par exemple, quelqu'un comme Hardisk, je pense à Legend, je pense à vous. Des gens qui apportent une forme de bienveillance, d'expertise et aussi une manière de faire des médias qui, à mon avis, correspond mieux à la génération actuelle, puisqu'on est aussi à portée de retour. Je vois les commentaires ici et là. Donc c'est très très bien et c'est pour ça qu'on a voulu vous accompagner pour ces JO et qu'on espère le faire bien au-delà. Trop bien, je suis ravi de l'entendre. On discutait aussi avant l'émission du fait que parmi les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de basketteurs, beaucoup de jeunes basketteurs, beaucoup de gens qui vont vivre du basket aussi, peut-être qui vivent déjà du basket aujourd'hui. Trade Republic aussi peut accompagner tous ces acteurs qui parfois sont mal conseillés ou pas du tout conseillés. En fait, en général, ce qui se passe, c'est que le jeune sportif de haut niveau, il a un capital financier qui grossit avant son capital culturel financier. C'est-à-dire qu'il a plus d'argent que ce qu'il n'a appris à s'en servir, à le gérer, à l'optimiser, en général pour le long terme aussi. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une flopée de margoulins qui débarquent et qui tombent dessus. Voilà, vous les connaissez. Et ils tombent dessus et ils ont des solutions miracles et c'est facile et ils inspirent confiance. Sauf qu'à la fin, ils prennent quoi ? Des frais. Donc ça, c'est le drame de beaucoup de banques et de beaucoup de gérants. Donc ce qu'on peut dire à ces jeunes, c'est quoi ? Les habitudes que tu prends avec ton tout premier salaire, c'est les habitudes que tu garderas pour toute ta vie. Moi, ce que je donne, c'est 50, 30, 20. 50% de ce qu'on gagne pour ses dépenses obligatoires, son loyer, ses courses, son assurance. 20% ou 30%, on choisit en fonction de son caractère. Pour le fun, le plaisir, les dépenses qui ne sont pas obligatoires mais qu'on a quand même envie de faire parce que c'est la vie. Et puis on est français, on aime profiter. Bien sûr. Et 20%, on le garde, on le met de côté et on l'investit. 85% de l'épargne des Européens n'est pas investie. C'est-à-dire qu'elle dort sur des comptes, littéralement, comme Picsou avec sa piscine de pièces d'or, tu sais. Sauf que les pièces d'or, ça ne fait pas des petites pièces d'or en plus. L'argent, si tu le fais travailler, et c'est ce qu'on essaye d'apporter aux Français, faire travailler son argent, c'est mieux pour toi, parce que ça te permet, avec l'argent que tu as durement gagné, de le faire travailler pour toi. C'est ça qu'on essaye de faire, et merci de nous avoir donné la possibilité d'avoir un petit peu de visibilité pendant ces Jeux Olympiques. Et puis on espère aussi que votre audience pourra, grâce à nous, que ce soit avec nous ou d'autres, avoir une envie qui est de se former. Formez-vous, c'est important. Notre pays et l'Europe, de manière générale, ne va pas forcément dans une direction très réjouissante d'un point de vue financier. On est très endetté et on vieillit. C'est bien à l'échelle individuelle, et j'embrasse mon grand-père, il dort à cette heure-ci, il a 94 ans, il est en pleine forme. Mais c'est mauvais pour nos solidarités collectives, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées. Et donc, il faut que chacun se prenne en main. Donc, formez-vous. Vous êtes sans doute, si vous regardez cette émission, des sportifs. Donc, vous avez soin de votre corps, vous avez soin de ce que vous mangez. Parfois, vous prenez soin de la planète, ou vous prenez soin des enfants que vous éduquez. Prenez aussi soin de votre argent, au lieu d'en avoir peur. Ça permet de démystifier le truc. Et un dernier mot sur l'investissement. Il y a des coachs qui parfois croient trop en un seul joueur star dans leur équipe. Le parallèle avec l'investissement est très fort parce que moi, je préfère avoir une équipe bien équilibrée plutôt qu'un seul joueur star, parce que s'il se blesse, c'est toute l'équipe qui tombe en fait. Alors qu'avec une équipe bien équilibrée, on a des performances qui sont en général plutôt consistantes dans la durée. L'investissement, c'est pareil. Ne mettez pas tout sur le Bitcoin, ne mettez pas tout sur la crypto que votre pote Ludo vous a donné avant-hier. Diversifiez au maximum. Aujourd'hui, c'est possible. Ça s'appelle les ETF. Voilà, c'est ce dont on parle tout le temps. Donc, merci à nouveau de nous avoir donné la parole ce soir. Et j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire parce que le match de mardi... ça va être tendu. C'est sûr, surtout que... Petit prono, alors. T'as vu que tout le monde est pessimiste pour ce France-Canada. Bah oui, les Canadiens, ils sont annoncés meilleurs que l'équipe de France. T'as un petit prono. Comment tu le sens, ce match ? Si tu veux, déjà moi hier j'ai tous mes collègues qui étaient super contents quoi, parce que la boîte est allemande, donc ils sont à Berlin, donc le fait d'avoir battu Wembanyama un chouïa, ouais, un chouïa. Donc non, le pronostic moi c'est que je n'exclus pas un retour d'honneur un peu, tu sais, de vexation du sportif de haut niveau. Il y a quand même quelques grands champions dans cette équipe, hein. Je veux dire, il y a ce retour de vexation là, il peut énerver un peu un joueur de haut niveau, je pense.
Et enfin, être à la maison. Moi, j'étais au Stade de France tout à l'heure, j'ai vu notre policière de la BAC du 93 remonter le 800 mètres de manière incroyable. Incroyable, quoi, et porter. Et j'ai vu aussi notre décathlonien qui n'est pas Kevin Mayer, Mackenson, qui a été incroyable, qui a battu des records personnels sur certains trucs, au lancer du disque, je crois, ou au saut à la perche, il a été incroyable aussi. Enfin bref. Donc, jouer à domicile, on le voit quand même sur les résultats globaux de ces jeux, ça peut aider. Donc, on croise les doigts et on encourage les joueurs de l'équipe de France à bien se mettre dans leur bulle et à pas trop se disperser. Mais écoute, si la tournure de ce match va dans ce sens-là, je t'enverrai un message en disant t'avais tout vu, bravo Mathias, bravo, le public et puis de l'orgueil pour nos joueurs. Merci d'avoir participé, merci à toi d'être venu avec nous. Si Trader Public est quelque chose qui vous intéresse, on vous a mis des liens bien sûr dans le chat. Allez sur la plateforme, téléchargez l'application, allez vous former comme tu dis, et puis comme ça on grandira tous un petit peu plus dans nos vies. Merci Mathias. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à toi. Les amis, on enchaîne tout de suite avec la troisième partie de cette émission. On va parler de l'équipe de France, bien sûr, parce que le France-Canada arrive à grands pas. Merci Mathias. Donc, je vous le disais, l'équipe de France, après cette défaite terrible, les amis allemands de Mathias l'ont charrié. Nous, on s'est arraché les cheveux, ça a été difficile, vraiment difficile hier de dormir, vraiment difficile de dormir. On était tous chafouins, je le disais tout à l'heure. Notre débrief hier, on voyait qu'on était désabusés, etc. Le problème, c'est que le lendemain, quand on s'est réveillé, ça allait pas mieux, puisqu'il y a eu des déclarations dans la presse. Et on va les lire ensemble. Les allers-retours entre Evan et Vincent Collet sont assez terribles. Erwan a parlé il y a quelques jours d'un divorce officieux qui était en train de s'opérer. Pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, je vais prendre le temps de lire ce qu'a dit d'abord Evan dans l'équipe juste après la défaite face à l'Allemagne. Par moments, je pense qu'on se trompe dans la façon dont on veut jouer et on paye les pots cassés sur ça. De nos jours, la meilleure défense reste l'attaque. Ce n'est plus le jeu des années 90 ou des années 2000 où tu pouvais défendre demi-terrain, ton attaque est primordiale. On s'arrête vite fait là-dessus. Thomas Laroukis, qu'est-ce que tu penses de cette déclaration ? Tu comprends ce qu'il veut dire ? Ouais, tout à fait, je comprends ce qu'il veut dire. Déjà, on sent de la frustration dans ces déclarations. Après, il ne faut pas oublier que ça fait environ un bon mois qu'ils ont commencé la préparation. Et je pense qu'on leur a rabâché, en tout cas le staff technique leur a rabâché que tout passerait par la défense, qu'on va être une équipe de France en défense exceptionnelle, qu'on va gagner des matchs comme ça. Et comme il le dit aujourd'hui, moi, sur ces dernières compétitions, il y a un bon moment déjà, je n'ai pas vu une équipe nationale gagner juste sur la défense en étant très faible offensivement. Et être bon offensivement, c'est aussi prendre de la confiance, avoir un meilleur état d'esprit. Et aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup trop forts pour juste compter sur des options défensives parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs d'un contre un exceptionnels. Le basket a évolué, c'est ça qu'il veut dire en fait. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu joues contre des attaquants très très forts, t'as beau faire ce que tu veux, les mecs ils te foutent, on l'a vu avec l'Allemagne, on l'a vu ce soir avec la Serbie. Quand t'as des stars dans les équipes, les mecs elles foutent 25, 30 points malgré que tu défends sur eux, tu les trappes, tu tentes le tout pour le tout, mais voilà, quand c'est plus fort, c'est plus fort. T'es d'accord avec Sergio ? Oui et non, je comprends parfaitement ce que veut dire Thomas et ce que veut dire Evan, dans le sens où c'est vrai que c'est plus le même basket qu'avant et que tu vas pas gagner des championnats uniquement avec la défense et qu'il te faut du talent. Par contre, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que mine de rien, même avec le basket moderne d'aujourd'hui, une équipe qui est structurée défensivement, une équipe qui a des athlètes, qui a des bases et des fondamentaux collectifs suffisants, peut se permettre de faire les minima. Et en fait, les minima, on les a pas vus jusqu'à présent. Donc, évidemment, il y a plusieurs responsabilités. C'est la responsabilité des joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Il faut pouvoir être discipliné, etc. Et une nouvelle fois, c'est aussi la responsabilité du staff de savoir insuffler ça. Et il y a plein de questions que je me pose aujourd'hui. On a Rudy Nellum, pour le citer, qui est assistant depuis plus de 10 ans maintenant d'équipe de France, qui est ancien coach de Pro à Poitiers, etc., qui est censé être le coach défensif de cette équipe. Aujourd'hui, on a des athlètes plus, on a des défenseurs robustes, on a des gars qui jouent dans tous les championnats, on a l'habitude de jouer tout type d'attaque. Comment ça se fait qu'on soit si minable en défense ? Comment ça se fait qu'on encaisse 20 points par quart-temps contre le Japon, contre le Brésil, contre l'Allemagne, contre tout type d'opposition? Comment ça se fait? Et aujourd'hui,
même si le basket ça a changé, pour moi c'est pas une raison de voir ce marasme défensif, clairement. Moi, je pense qu'il veut mettre en parallèle le côté défensif et offensif. Je pense dans sa déclaration, il veut dire ils ont trop mis l'accent sur la défense en oubliant le côté offensif. Et je pense que lui, en tant que, voilà, on va le dire, c'est un attaquant pur race, voilà, il aime ça, c'est sa force première. Et j'ai l'impression qu'il se dit, attends, mec, défensivement, on se la donne et tout, les gars, ils sont forts en face. Par contre, en attaque, on est catastrophique depuis le début. On n'a aucune solution, on l'a déjà dit, pas de spacing. On n'a même pas les basiques. Je demande même pas d'avoir un jeu extraordinaire. On n'a même pas les basiques. Lui, je pense qu'il est assez frustré parce que il a même pas beaucoup de situations pour lui. En plus, il a pas beaucoup de temps de jeu parfois. Il voit qu'il y a des 5 défensifs qui sont mis en place et ça marche pas. Et je pense que c'était surtout ce rapport-là qu'il voulait mettre en avant. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi. Ouais, je pense qu'il voulait mettre ce rapport-là et en fait, il a peut-être raison de le faire ou pas, mais le truc c'est que tu peux parler de l'attaque, parler de l'attaque si défensivement t'es bon, tu vois, enfin je sais pas en fait. Là pour moi, sachant que c'est censé être notre base, vas-y, et qu'on est aussi nul en défense, vas-y venez on taffe un peu plus en défense et à la limite ça sera peut-être du luxe de se dire vas-y venez on travaille un petit peu mieux en attaque. Après, c'est mon sentiment. Toi t'en penses quoi toi? Moi je suis plutôt d'accord avec toi, enfin je suis d'accord avec Arthur parce que bien sûr, mais je crois aussi que en 2024 lorsque tu construis une équipe pour une campagne internationale, tu dois leur faire plaisir. La carotte, ça doit être le plaisir à un moment donné. Et le plaisir, on a joué au basket, vous jouez encore, les gars, ensemble en N3. C'est jamais un entraînement défensif. Hein. C'est jamais un entraînement de course. Le plaisir, c'est le ballon, c'est de se faire des passes, c'est de briller individuellement, de briller dans le collectif, de faire briller les copains. Et malheureusement, c'est pas en étant une forte équipe défensive, que tu vas aller chercher le plaisir à un moment donné qui va faire... que dans les money time, tu vas gagner sur des détails. On est tellement loin de ça. Clairement, mais tu vois, tu fais le parallèle avec nous qui jouons en championnat et tout. Là, tu es sur un format de compétition, tu es sur 6 matchs. Oui, mais t'as raison, mais regarde les autres équipes, elles le font. Mais parce que oui, je suis d'accord avec toi, mais parce qu'elles ont plus de talent, elles sont plus avancées en attaque que nous on l'est, et surtout elles ont moins d'armes de base sur le papier défensivement. Mais regarde les autres équipes qui défendent. Pourquoi elles défendent bien? Après la défense, c'est quoi? C'est 20% tactique, le reste c'est quoi? C'est de l'envie. Ouais. Les Serbes. Les Serbes, depuis qu'ils jouent en minime, ils défendent tout terrain. Donc là, tu les vois, ils pressent tous. Ça va dans les écrans, ça met des coups d'épaule, ça joue dur, agressif, ça monte très haut. Voilà, au bout d'un moment, j'ai l'impression que l'envie n'y est pas et le message et le banc, le staff technique n'arrive pas à transmettre cette envie de défendre, de se donner pour les autres, même sur de courtes séquences. Parce que j'ai l'impression que finalement, on n'a pas confiance les uns aux autres et que le message sur les systèmes défensifs, il n'est pas clair. Ça prend des pick and roll. Contre le Japon, Hawkins, ils nous en met 3 d'affilée. Pick and roll d'après, on le laisse tout seul. 3 points, c'est des trucs de cadet, quoi. Schroeder, il prend un pick. Les deux changent et vont couvrir le big man. Il est tout seul. Enfin, ça, c'est quand même des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Nous qui espérons une médaille, c'est des erreurs de Benjamin. Clairement. Je veux finir. Je termine juste. Je suis complètement d'accord. Ce qu'a dit Vincent. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Moi, j'ai une question pour toi après. Sur le fait que effectivement la défense, c'est pas de la tactique de fou et il y a surtout beaucoup d'envie. Mais pourquoi du coup on n'a pas cette envie? Enfin, ça vient d'où du coup? Mais parce que les gars ont envie. Enfin, il y a aucun doute, les gars. C'est les JO, les gars, ils ont envie. Personne ne va remettre en cause leur envie de bien faire. Alors comment ça se fait qu'on soit pas discipliné à ce point-là? Parce que je pense que t'as besoin d'un général, t'as besoin d'une direction. Ouais. L'équipe de France de foot a Deschamps. Nous, on n'a ni Deschamps et on n'a pas de leader sur le terrain. Et t'as besoin d'être serein dans ta tête aussi. Donc, à un moment donné, je crois qu'ils ont tous envie de bien faire, il n'y a pas de doute. Je crois que tactiquement, on est catastrophique. Je pense qu'il y a des concepts défensifs qui ne marchent pas. Tu viens de les citer sur les pick and roll et tout. Ça commence à faire beaucoup de toute manière pour une équipe qui se veut défensive. Vas-y, donne-moi ta question et ensuite, on va prendre ce qu'a dit Vincent. Et est-ce que tu penses que Evan, il fait pas cette déclaration un peu en mode dernière chance? Il sait que voilà, on est mal au point, on arrive en quart. Est-ce qu'il se dit pas ma seule chance aujourd'hui de faire bouger les choses un petit peu pour ce quart de finale avant c'est de faire une déclaration publique pour faire réagir un peu le staff technique. On va aussi voir comment va réagir Vincent Collet. On va le faire maintenant. Regarde, moi je pense c'est un gars direct qui dit tout ce qui passe par la tête et qui était dans la frustration après le match et il a balancé ça. Ce qui est bien, c'est que Vincent Collet a répondu. Trop d'interviews pour tomber dans le panneau quand même. Mais bon. Je pense aussi. Vincent en tout cas a répondu et il est pas content, Vincent Collet. C'est une déclaration regrettable et inacceptable dont il porte la responsabilité. Ça commence fort. Il pourra s'en expliquer. Il ne faut pas rêver que l'on puisse battre le Canada seulement en attaquant bien. Il faut être discipliné, structuré et cohérent en attaque pour pouvoir bien défendre. Les deux sont liés. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas attaquer. Bon, pour le coup, il a raison. Il a raison sur 2 trucs. En tant que coach, la déclaration d'Evan, elle est terrible vis-à-vis de Vincent. C'est la réponse normale de quelqu'un qui est en charge. Et la fin de sa réponse, je la trouve très bien. Il a absolument raison. Le meilleur moyen d'avoir une bonne défense, c'est pas de perdre de ballon pour éviter de prendre une contre-attaque. C'est
c'est tout con. Le problème, c'est qu'il peut le dire autant qu'il veut, là, Vincent. C'est pas du tout ce que son équipe dégage. Ouais, mais donc attends, c'est ça le souci, tu ouais, vois. mais avant, dis-moi. non, mais avant T'es ça, pas- il y a le fond, mais frérot, il y a la forme. Là, gros, c'est une dinguerie ce qu'il dit quand même, Vincent Collet, la manière dont il le dit. Ah, bah comme Dont un il prof. porte. Comme Ouais, un prof. comme un CPE. prof, ou comme si on était au tribunal. C'est des termes dont il va devoir prendre la responsabilité, il va devoir s'en expliquer. Je pense qu'il sait Un très robot, bien. quoi. Mais déjà, franchement, quand tu sais que tu vas répondre avec des mots aussi forts, sois sûr de savoir le contexte dans lequel il a dit. Moi, je suis persuadé que Evan, la manière dont il a fait cette interview, je crois que c'est à B-Basket, il l'a dit, comme disait Thomas, dans un ton très cash, et la manière dont on connaît Evan en fait, et que c'était pas forcément spécifiquement pour faire nuire ou bouger fondamentalement les choses. La manière dont répond Vincent, je vois un coach qui est ultra susceptible, qui est blessé, qui n'a pas confiance et qui a besoin d'extérioriser toute cette frustration. Donc je sais pas, le fond il a peut-être raison, je trouve que la forme c'est catastrophique parce qu'en fait s'il avait dit d'une manière un petit peu plus apaisée, il n'y aurait pas eu tout ce déchaînement et tout cet emballement médiatique parce que cet après-midi on n'a parlé que de ça. Bah après, c'est sûr que la déclaration elle fait mal pour Vincent Collet parce qu'il dit clairement que voilà comment dire, ce fantasme défensif qu'on voulait mettre en place avec Wemby et Rudy à l'intérieur avec tous les autres autour, c'est un échec total et c'est ce qu'il dit un peu dans cette déclaration. En gros, il dit voilà, le staff technique s'est complètement trompé en se focalisant sur le côté défensif et je pense qu'aussi peut-être que durant les entraînements, il y a eu beaucoup de schémas défensifs, peut-être qu'ils ont été beaucoup repris sur le côté défensif et ils ont un peu laissé de côté l'attaque. Du coup, voilà, comme l'a dit Arthur, il a touché son ego. En plus, je suis sûr, ils ont la chambre au même étage à l'hôtel. T'as qu'à taper à sa porte. Mais merci de dire. Pourquoi il va pas le voir? Et Je lui dire, comprends pas. écoute, c'est quoi cette déclaration? Pourquoi il répond dans la presse? C'est fou. Après, C'est voilà. catastrophique. Moi, j'aurais préféré une déclaration. Ouais, en a ok. parlé, Voilà, on en a parlé. parlé. Je suis pas d'accord avec Dossier lui. clos. Non, le Voilà. dossier est clos. Non, ouais, on en a parlé. pas Après, il a le droit de réagir. Mais dire avant, moi, j'en ai parlé avec mon joueur. Voilà, on a eu une discussion. Et ça reste en interne. Et peut-être dire, voilà, Evan, il voulait pas vraiment dire ça, on en a parlé, parce qu'après, il a voulu justifier Evan. Mais le meilleur moyen toujours de régler des problèmes comme ça dans une équipe, c'est en interne. Ça, c'est clair. On avance parce que c'est une véritable telenovela qu'on est en train de vivre. Evan a dit ça après le match, Vincent a répondu dans la presse ce matin, et Evan a refait une déclaration ensuite. On lit ce qu'a dit Evan Fournier, ça c'est à B-Basket, tout à l'heure c'était à l'équipe. Ça m'attriste un peu que Vincent dise ça, car ce n'était pas du tout le but. Moi je veux juste qu'on avance. Il n'y a qu'une seule chose qui m'anime, qu'on soit performant, qu'on gagne. On ne pourra pas gagner le quart de finale si l'on met encore 71 points. Attaque, défense, c'est toujours en équilibre. Il faut que l'on soit plus juste des deux côtés. Mais c'est fou. Et encore une fois, il a raison. Il a raison, Evan, là. Oui, si on marque 71 points, on va pas gagner le match, ça c'est sûr. Non, mais clairement, il a complètement raison. Et je pense qu'il voit quand il dit ça m'attriste par rapport aux déclarations de Collet. Pareil, tu vois, ce champ lexical, tu sens qu'il a vu que ça s'était emballé en très peu de temps et qu'effectivement, il regrette clairement tout ça. Alors oui, on le dit depuis tout à l'heure, il y a un équilibre entre l'attaque et la défense. Mais, comment dire c'est une drôle de situation, quand même. Mais comment on fait pour en arriver là en fait? Bon, je vous laisse les gars. Allez, vas-y, réfléchis à ce que tu Non, il y a un rétropédalage de Fournier qui essaie un peu de calmer tout ça parce qu'il sait qu'il y a un quart de finale à jouer aussi. Maintenant, moi, j'ai envie de voir la réaction sur ce quart de finale de Vincent Collet. Est-ce qu'il va quand même le mettre dans le 5? Est-ce qu'il va le punir et tenter un tout pour le tout en le mettant sur le côté et essayer de passer ce quart sans lui, ce qui serait complètement fou qu'il fasse pas jouer, mais bon, je pense pas qu'on va en arriver là quand même, parce que c'est sûrement. Toi, tu crois au truc sanction? Vous y croyez vraiment? Ah, moi je pense que c'est possible, parce que il y a une quatrième déclaration. Parce que ça se passe pas bien. Quatrième déclaration. Alors ça, c'est B-Basket qui vient de le mettre. Vincent Collet a dit la déclaration d'Evan Fournier est regrettable et inacceptable. Ça, on l'a déjà dit. Vincent Collet, Evan Fournier a le droit de le penser, pas de le dire en public. Disons-le. Honnêtement, on sent que là, ils sont en train de chacun de s'écarter l'un de l'autre. Ça a commencé, pas lors de ce tournoi, ça a commencé un petit peu avant. Là, on le ressent dans la gestion du temps de jeu d'Evan Fournier, les responsabilités, le fait qu'il soit pas dans le 5 majeur au début de la prépa, ce qui est quand même complètement fou avec le recul. Moi, j'ai peur, je vous le dis, j'ai peur que Vincent se passe d'Evan lors du quart de finale. J'en ai peur. Je sais pas c'est ce qui va se passer. Moi, j'en ai peur. J'ose même pas imaginer que ça soit possible. Si franchement Vincent Collet fait ça, ça serait tellement un aveu de faiblesse, je trouve, de sa part. Pour l'instant, les seules rotations qu'il a fait, les seuls choix forts qu'il a fait sportivement sur les placements des joueurs, c'était à la main.
D'accord, on peut critiquer ça, mais je trouve que c'était les changements qui étaient un peu faciles. Là, si à la suite d'une décla, il modifie complètement la structure du 5, parce qu'avoir Evan ou pas avoir Evan, c'est complètement différent. Je trouve que ce serait dramatique à cause d'une déclaration. Et puis surtout, quoi qu'on en pense, les gars, là, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, les gens ils veulent faire sortir Evan du 5, ils veulent le limiter à 0 minutes, qu'il prenne sa retraite et tout. Mais les gars, sur les postes extérieurs, avec les forces en présence, on ne peut pas se passer d'Evan Fournier si on a envie de passer des tours, si on a envie de faire illusion même contre le Canada. C'est mon point de vue. Alors, je vous ai mis un sondage parce qu'on est clairement dans la télé-réalité, je vais pas vous mentir. Demain, Erwan va revenir dans Clutch à 10h pour tout arracher et bien sûr, vous reparlerez de ces déclarations. Je le laisserai parler, parce t'inquiète. que c'est exceptionnel. Je pense qu'il va sortir la sulfateuse, on va se régaler. Sondage tout de suite et vraiment, alors là, c'est vraiment à charge. On est dans le putaclip complet, j'en ai rien à faire. On est là pour se régaler aussi. Vincent Collet va-t-il se passer des vannes en quart de finale? C'est sur Twitch et sur YouTube. Réponds, on prend les réponses. Du coup, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'il se passe de notre meilleur joueur sur les dernières campagnes? Honnêtement, ça serait complètement fou pour une déclaration de la sorte. Quand même, je le vois pas en arriver là. Après, le seul truc que je me dis, c'est que il a rien à perdre en fait, parce qu'on n'est pas du tout, on n'y est pas dans cette compète. On voit qu'on est très loin des tops équipes sur ces JO. Du coup, il pourrait tenter le tout pour le tout, mais au vu de notre secteur extérieur, bon. Après, est-ce qu'il pourrait se dire, ok, je lance coordonné dans le 5, je pars sur un autre 5 majeur et je vais lui montrer que avec la défense, ça peut le faire, mais quand même, ça serait couillu, on va dire, de tenter ça. J'espère vraiment pas qu'on aille dans cette direction-là. Ce que je voulais aussi dire, c'est que pendant que tout le monde se prépare pour un quart de finale exceptionnel à Bercy, ça va être 15 000 personnes, ça va être la folie et tout. On va revoir les affiches de ces quarts de finale, toutes les équipes sont prêtes, elles ont des certitudes, il y a eu des surprises, des trucs, le Brésil s'est qualifié, c'est incroyable. Nous, on est là à parler de déclarations. Et c'était hier soir le match. Et là, il y a eu des va-et-vient. Je trouve ça catastrophique, les gars. C'est terrible. Autant d'un niveau basket, je pense qu'on va se faire défoncer. Mais alors là, si en plus l'équipe, elle part complètement en couille, c'est ça qui est terrible dans cette histoire. Mais aujourd'hui, First Team, là, il y a eu la déclaration d'Erwan qui disait il y a quelques temps, je crois le 27 juillet, qu'il sentait qu'il y avait une friction entre Collet et certains joueurs cadres. Tu dis que c'est terrible, mais est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est surprenant, clairement? Aujourd'hui, ça fait une semaine depuis le début du tournoi qu'on se plaint du niveau de jeu de la France, de tout ce qui se passe sur le terrain. Là, aujourd'hui, à J+1, après le match de l'Allemagne et après la déroute, on en a marre de dire ça. Donc, évidemment que les gens ils vont s'attarder sur les déclarations de chacun des joueurs. Donc, voilà, moi, je trouve pas ça surprenant, clairement. Ok, pas surprenant, ce qu'on est en train de vivre là. Bon, on connaît Evan, on sait que la défaite, il déteste la défaite. Personne n'aime perdre, mais c'est vrai que lui, peut-être un peu plus que les autres. On se rappelle avoir enlevé la médaille de bronze, je crois qu'il avait enlevé en 2019. Voilà. Parce que c'est un gagneur et tout. C'est un gagneur. Et je pense que là, il en avait gros sur le cœur. Il arrive en conférence. Et là, il s'est dit, allez, je vais lâcher un petit truc là pour faire bouger les choses un petit peu. Et peut-être qu'il regrette maintenant, mais on verra par la suite. Est-ce que si on passe en quart, qu'on fait un match exceptionnel, que lui joue, on dira que c'était un coup de génie. Mais clairement. Arrête, on est capable de ça. Arrête, arrêtez, mais personne n'y croit. Les mecs ils sont en train de se tirer dessus, gros. Non, mais attends, ils sont en train de se tirer dessus, le match dans 2 jours. Attends, le match. Ils peuvent pas se parler, les mecs. Non, mais rendez-vous dans la chambre. Non, mais gros, même moi avec Malakoff. Avec Malakoff, je joue contre Team USA. Je pense qu'on peut gagner. Je te jure, dans ma tête, je pars dans le match. Je me dis, j'ai une chance. Ça, c'est vraiment l'attitude des grands champions. Non, mais le problème, c'est que moi, je me dis toujours qu'on peut gagner, même si on est catastrophique. À chaque fois qu'on va là, c'est que je joue contre toi, j'ai toujours l'impression que je vais gagner. Et tu gagnes jamais. Et je gagne toujours 2-0 et après je perds toujours. Je te botte le cul. Et tout à fait. Je le dis. Une fois même, t'as gagné 20-0 et sans faire une passe. Et on n'a rien pu faire avec Erwan. Non, mais après voilà, oui, effectivement, le Canada, ils sont grandissimes favoris. Ils nous ont tapé une fois sur un scrimmage, une fois au match amical. En match amical, on n'est pas loin. Ouais, mais je te parle juste, ils nous ont battus. L'année dernière, ils nous ont désossé. Ils partent archi favoris, franchement, quand tu vois l'opposition. Bref. Après, les gars, ça reste un match de basket. Il y a quand même des joueurs de qualité. Alors, certes, on joue pas bien. Certes, on est même ridicule et on s'est fait humilier, mais c'est pas une série de playoffs en 4 où là, en 4 matchs gagnants où là je suis sûr qu'on se fait laver. Mais là, ça reste un match sec à domicile. Rien n'est impossible. Franchement, les États-Unis, j'aurais dit, dans aucune galaxie on peut gagner. Là, on sait jamais. Pareil, que je reste comme hier. Peut-être une chance sur 10. Moi, j'ai un plan de jeu, mais j'en parlerai demain soir.
Ah, non, pourquoi demain soir? Non, Dans la preview. T'es là mardi matin. Mardi matin, on fait la grosse preview sur Clutch. Et dimanche soir, on fait pas la preview là sur Descartes. Tu veux qu'on fasse qu'on en parle un peu dimanche soir, demain soir? Bon, après, c'est vous les chefs, mais, non, mais si je dois la garder pour mardi matin. Oui, je suis le chef. Okay. Mais tu as. C'est toi ou Erwan le chef? Parce que lui m'a dit que c'était lui la dernière fois. Double casquette. Donc. On a parlé de tout ça, l'équipe de France, on en parlera demain soir avec les gars et mardi matin dans Clutch. Sachez que le tirage au sort a eu lieu, donc on connaissait les affiches, mais on connaît aussi les horaires. J'espère que t'as pas un bon match. Que c'est exceptionnel ce qui se passe. Donc voici le tableau. Pour les gars en podcast, je vous le dis. Allemagne, Grèce, France, Canada dans une partie du tableau. Dans l'autre partie du tableau, Serbie, Australie, Brésil, États-Unis. Donc l'équipe de France, si elle bat le Canada, elle jouera contre le vainqueur entre la Grèce et l'Allemagne. Voilà pour le tableau final de ce tournoi olympique. L'extraordinaire nouvelle. Extraordinaire. Extraordinaire. Sachez, parce que c'est tellement dur d'avoir des places, c'est incroyable. J'ai fait un pari. Je vous le dis, j'ai fait un pari. Je me suis dit, il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité d'avoir des places pour le quart de finale à 18h. Je me suis dit. T'en as pas parlé, hein? J'en ai parlé à personne, sauf à Paul, parce que du coup, il vient avec moi. Mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, les États-Unis, c'est toujours à 21h, parce que pour les droits, c'est évident qu'aux States, Ils payent pour ça. Ils payent pour ça, exactement, ils payent pour ça. Mais donc, 18h. S'il y a l'équipe de France qui se qualifie et tout, gros, je vous le dis maintenant en 1000, je suis heureux. Heureusement que vous n'êtes pas dans mon caleçon parce que je suis très heureux. Allemagne-Grèce à 11h, Serbie-Australie à 14h30, France-Canada à 18h, États-Unis-Brésil à 21h30. On sera en direct mardi. À 2h du matin. Bah là, ouais, à 23h30 pour débriefer de tout ça. C'est extraordinaire, messieurs. Je suis heureux. C'est une incroyable année qu'on vit. Moi, je suis heureux, je m'en bats les couilles, je suis trop content. Moi aussi, j'y serai, les frérots. Ah, il m'a dit. Ouais, j'y serai, ouais. Pendant que le Malarokis, il sera chez lui, ce bolos. Et j'ai une question. Qui va venir rader les États-Unis avec moi ici? Moi, je serai là avec toi aussi. Ah, si. Mais ouais, t'inquiète pas. En plus, je pourrais te raconter ce que j'ai vu dans Lui, la il va salle. voir toute la journée, regarde. Ouais, moi, je peux voir toute une solidarité. Attends, tu dis rien comme ça, t'as des places? J'ai mes plans. Franchement, j'ai jamais payé aussi cher des places. C'est n'importe quoi les tarots, mais on a qu'une vie, de toute façon, on est jeunes. Waouh, je cherche des places pour les demi. Et avec l'équipe de France de préférence. Voilà, incroyable. Bon, voilà pour les garçons. Demande à Vincent, il a peut-être des places. Collègue ? Ouais, non. Comme il nous regarde, je sais pas. Bah, on embrasse Vincent s'il nous regarde. Voilà pour les garçons. On clôture cette séquence avant d'accueillir Tom Chiaravino pour parler de l'Omnisport, les amis. Vous nous dites déjà dans le chat, hein, si vous avez eu des places pour les quarts de finale, dites-nous quel match vous allez voir. Franchement, ça va être une journée extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous parle plus, de toute façon. Non, rapidement, on peut se faire un petit prono sur les 4 quarts de finale. Rapidement, juste le résultat. Parce que lui, il est pas là demain. Gagnant, perdant. Juste toi. Voilà, juste toi. Nous, on en parlera. Dis-moi, je te donne les quarts de finale. Vous nous dites dans le chat. Donnez juste le gagnant par truc. Alors, je vous reprends ça. Tac, je le reprends. Grèce-Allemagne. Non. Allemagne-Grèce à 11h. Allemagne. Serré ou pas ? Non, sérieux, je pense qu'ils vont les démonter. Ok. Serbie-Australie, 14h30. Énorme match. Ça. Serbie-Australie, énorme match. Ça, gros, c'est tellement le match piège. Parce que Jack Land... sur Jokic et tout. Jack Lang non, Jack Langdale peut-être. Ouais, ce que j'ai dit. Jack Landale. J'ai dit Jack Lang. Il s'appelle Jock, mais t'as dit Jack Lang. On s'en il s'appelle Jock. Allez, Serbie quand même, non ? Ah gros. Allez, allez, Australie, Patty Mills, All-Star, FIBA, ok. France-Canada, bon. Canada. Et États-Unis-Brésil. États-Unis, je pense que là c'est. 21h30, hein, États-Unis-Brésil, donc on sera en direct après, vers 23h30. S'il y a une prolongation, ce sera minuit et demi, ça va être dur, hein, cette fin de semaine. Reposez-vous bien. Bon, voilà, le programme de demain, parce que c'est une journée 100% filles. Il y aura notre équipe de France qui va jouer à 21h, son dernier match face à l'Australie. Ça commencera à 11h, Japon, Belgique. 13h30, Canada, Nigeria, c'est dans le groupe de la France, ça. Allemagne, États-Unis, très beau match à venir à 17h15. Et donc, le Australie-France, on en parle demain matin dans Clutch. Je voulais clôturer tout ça avec une mauvaise nouvelle. On l'avait déjà annoncé hier soir, mais malheureusement, notre équipe féminine de 3-3 a disputé son dernier match et est éliminée de son tournoi olympique. C'est une désillusion pour Letty Guapo, pour Hortense Limousin, pour Marie-Ève Paget et pour Myriam. Totalement. Elle qui dominait le circuit 3-3 depuis 2-3 ans. Voilà, elles étaient venues sur ce tournoi en grande favorite. Elles ont même arrêté le basket en 5-5 en club. Hein, donc, elles se sont consacrées entièrement au 3-3 depuis 2 ans. Et là, on n'a pas compris. Elles sont jamais bien rentrées dans la compétition. Trop de petites erreurs. Peut-être que la pression était trop forte devant tous ces spectateurs. En tout cas, elles se sont battues jusqu'au bout. Voilà, elles ont manqué un peu de réussite aussi. Mais elles n'ont rien lâché. Et j'avoue, ça me fait un peu mal au cœur pour elles, honnêtement.
assez déçu, ouais, assez triste. On en reparlera peut-être un jour, mais cette idée-là d'avoir enlevé toutes les filles du 5-5, d'avoir fait que le 3-3 qui paraissait une bonne idée. Si, c'est bien. Moi, parce je crois que c'est une énorme erreur. Je crois que c'est une énorme erreur parce que toutes les autres filles, là, elles sont dans les équipes de 5-5. Il n'y a pas pareille intensité que d'être dans un grand club. Quand tu joues à Bourges, je suis pas sûr. Moi, j'ai commenté toute l'année sur les tournois. Elles étaient là, les autres filles aussi, les Sœurs Plouf et compagnie. Elles sont en 3-3. Sauf qu'il y a une équipe qui vient de se manger une catastrophe. Ouais. Et alors qu'avant, elles faisaient des compètes en 5-5, elles arrivaient en pleine bourre, etc. L'adversité est différente en 3-3. Franchement, disons-le. Le 5-5, c'est ce qu'il y a de mieux. Bref, bon, écoute, c'est comme ça. On est en train d'en discuter. Je pense qu'à la Fédé, ça doit être très difficile. On pense à Karim Souchu. En espérant que les garçons s'imposent face à la Chine. C'est contre la Chine, je dis pas de bêtises. Ouais, demain, pour une qualif, ils seront sûrement dans le play-in avec un quart de finale à jouer dimanche soir et demi-finale et finale. Ce sera lundi.